Oui, alors, on a une première question aujourd'hui pour notre panel distingué. Et la question est la suivante. C'est concernant, en fin de compte, les organismes qui existent déjà. Par exemple, ici au Québec, nous avons des comités des usagers qui sont installés dans toutes les institutions de santé au Québec. Et nous avons aussi des organismes qui représentent des personnes qui souffrent de différentes maladies spécifiques. Et cela existe ailleurs au monde, ce genre d'association-là, sauf pour les comités d'usagers qui sont spécifiques au Québec. La question que j'aurais pour vous, mesdames, c'est au niveau de la défense des droits, au niveau de l'advocacy, comme on l'appelle souvent, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui l'intégration de l'advocacy dans le patient partenaire, avec le partenariat patient dans le système de santé? Petite question. Pour commencer, c'est pour vous mettre en... Oui. Maureen. Comme vous voulez. Comme vous voulez. OK. Alors, je peux mélanger. Je suis une bonne Canadienne. I think that it... Je crois que ça dépend de si on parle d'une institution ou si on parle des soins de la santé en général au Canada. Je pense qu'il y a une place de choix lorsqu'on parle des soins de santé au Canada pour des organisations qui seraient l'équivalent de Greenpeace, mais dans les soins de la santé. On a tous besoin de Greenpeace. Il y a un de mes amis qui est directeur de Greenpeace et je m'attends toujours à l'avoir dans ses aventures à quelque part, mais on a besoin d'organisations qui posent les questions clairement et qui nous rappellent de nos responsabilités morales. Et Patients Canada, c'est une petite organisation, mais c'est ça notre mission. Je pense que dans les instituts, elles ont la responsabilité de leurs patients. Donc, les droits des patients sont inclus là-dedans, dans cette responsabilité. Dans ce cas-là, il me semblerait que de la façon dont ça pourrait fonctionner, c'est différent. Et lorsqu'on a des patients qui font partie de la co-conception, ils ne laissent pas de côté les impératifs moraux, mais ça demande d'autres compétences pour participer. Mais je crois fermement dans les organisations qui vont poser les questions clairement, parce que ça nous rappelle nos responsabilités et ça nous rappelle de ce qui manque. Il y a deux conservateurs aussi ouvertement, Maureen, c'était la question que je vous posais en vous écoutant. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur le sujet? Il y a des éléments, entre autres, au niveau du comité des usagers qui reposent sur des assises légales. La défense des droits est un des rôles du comité des usagers et le respect de ces droits-là est quelque chose qui demeure indépendamment de l'approche de partenariat de soins et de services. C'est un droit et ça doit être là, demeurer, être défendu, être représenté. Comme vous disiez, les bonnes questions doivent être posées au bon moment aux bonnes personnes. Le lien entre l'approche de partenariat et les comités des usagers est à définir parce que, dans le fond, on est dans des éléments plus organisationnels. La représentation des membres des comités des usagers à l'intérieur, l'implication à l'intérieur de l'approche de partenariat est quelque chose de souhaitable, mais en même temps, on parle de recrutement, de méthodologie, d'objectifs et tout ça. Alors, c'est à voir, à construire ensemble là où le partenariat est possible entre ce qui se développe en matière d'approche de partenariat et ce que le comité des usagers de l'établissement a le goût, les personnes, est-ce qu'elles ont le profil pour le faire, donc, tout est à bâtir et dans le fond, ça va être, on le souhaite, de la co-construction dans la mise en œuvre des orientations ministérielles entre les comités d'usagers, leur bagage, leur expertise et le développement de cette approche-là ou la consolidation au sein des établissements. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je me disais, quand on nous a fait fermer les yeux ce matin, je me disais dans 20 ans, s'il y avait des patients partenaires à tous les niveaux dans nos systèmes, peut-être n'aurions-nous plus besoin de comités d'usagers et de personnes qui vont faire les Greenpeace pour nous. C'est peut-être rêver en couleur, mais je me dis, s'il y avait des patients qui nous aidaient à décider partout au long
des modèles qu'on veut se donner dans les milieux cliniques. S'il y avait des patients qui peuvent influencer la recherche que nous faisons, qui peuvent siéger dans les CA, qui peuvent être un peu partout dans l'organisation. Kingston, même, ils ont des patients qui siègent sur les comités de sélection pour les postes de direction importants. Donc, je me dis, dans une vingtaine d'années, si on se disait que ce qu'on fait dans le système de santé, c'est vraiment pour les patients, avec les patients, et s'ils ont leur mot à dire, peut-être n'aurions-nous pas besoin de tous ces groupes-là d'advocacy. Parce que ce qui arrive avec ça aussi, ce que j'ai vu, c'est que ça devient très politique. Et puis que ça devient une histoire de silo, nous contre les autres. Et c'est là qu'on entre dans une espèce de guerrette assez difficile à gérer. Donc, pour moi, c'est à ça je crois qu'il faudrait penser. Angela. Ça va? Vous m'entendez? Oui? OK, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'on verra un changement de ce qui est essentiellement un modèle très bureaucratique et très organisationnel. Et bien sûr, les grosses organisations, les hôpitaux, c'est vraiment centré sur les hôpitaux. Alors, je pense qu'on va voir un changement de cap vers un engagement beaucoup plus général qui va toucher à tout, les soins à la maison, à domicile, jusqu'aux soins palliatifs. Mais je pense qu'on va toujours avoir besoin de gens qui vont mettre au défi les professionnels. Et c'est une partie importante du rôle de militance, d'advocacy, et de poser des questions importantes et aussi de ne pas avoir peur de confronter des fois. Mais la vraie capacité, c'est d'aller au-delà de ça. Et parler de partenariat et bâtir les partenariats dont on parle depuis ce matin et injecter des nouvelles idées et développer des nouveaux services de manière collaborative. Et je pense qu'on va voir ce changement culturel vers un système qui est mené par les patients. Ça ne veut pas dire que c'est pas les professionnels qui feront fonctionner les systèmes. Et c'est vrai, ils le feront, mais on n'aura pas le canyon qu'on voit maintenant, la division et tout ce qu'on a à mettre en place pour pallier à ces divisions. Et on espère que ces divisions vont disparaître. J'étais un vieil activiste SIDA dans les années 90, et je me disais qu'il y a des contextes aussi qui vont encore demander de l'advocacy à certains moments pour des questions purement de défense de droit sur des problématiques naissances où il y a besoin mais c'est vrai qu'aujourd'hui on voit effectivement l'engagement des patients qui prend d'autres formes, des diversités de formes, mais avec un leadership beaucoup plus fort à l'intérieur même des organisations. C'est ça la différence, en fait, c'est qu'il y a un leadership qui se développe pas seulement à l'extérieur, mais qui se développe à l'intérieur des organisations, et c'est vraiment une grande nouveauté. La question que j'aurais moi-même peut-être à vous poser, on a vu aujourd'hui dans les exemples que à la fois la recherche commence à démarrer, l'enseignement commence à démarrer pour soutenir les efforts dans les soins, les politiques publiques aussi sont en train de changer. Alors, quels seraient on a ici des représentants du milieu académique, politique, enfin gouvernemental et aussi des milieux de soins. Alors, quels seraient comment devraient jouer les différents niveaux? Quels seraient les rôles de ces différents niveaux dans ce qui s'en vient? Petite question aussi. Le rôle des différents niveaux, je pense que dans un premier temps, le chemin vers des orientations ministérielles au niveau du Québec est parti beaucoup par l'ensemble des réalisations qui ont été faites dans chacun de vos établissements à partir de ce partenariat-là avec les patients. Alors, c'est intéressant parce qu'à quelque part, ça l'a vraiment créé, on va reprendre l'expression, un down-top. Hein? Alors, souvent, on voit top-down. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette importance-là est vraiment très sentie au niveau du ministère. Et je pense que pour bien soutenir l'ensemble des actions aux différents niveaux, il faut qu'il y ait des orientations ministérielles qui sont claires, qui viennent justement intégrer dans la gouverne toute la culture, la vision, les principes, que ça se traduise dans une planification stratégique ministérielle,
qu'on puisse à ce moment-là, reconnaître toute la priorisation des actions qui vont se faire par les établissements, mais avec les patients, comme c'est déjà amorcé dans plusieurs organisations. C'est important qu'on puisse aussi, d'un niveau ministériel, et supporter avec les partenaires, supporter le développement des pratiques, travailler avec les ordres professionnels, travailler aussi au développement des profils de compétences pour pouvoir justement avoir une approche de partenariat qui se traduise autant au niveau de la gouvernance, au niveau de l'organisation des services, au niveau de la prestation, dans le sens du parcours individuel du patient. Alors, je résume, mais il y a quand même beaucoup d'éléments, je pense, qui doivent émerger de façon claire de la part d'un niveau d'un niveau ministériel, de façon à reconnaître, soutenir, puis favoriser la mise en œuvre puis la pérennisation du partenariat de soins et de services avec le patient, l'usager et ses proches. D'autres niveaux? Maureen? I think that Je pense que deux choses que je veux mentionner. Un, c'est d'apprendre de ce que la Grande-Bretagne a fait, définir la façon que la recherche devrait être reconduite et comment les patients doivent être inclus dans cette recherche. C'est un parallèle avec le combat qu'on a eu dans les années 70 avec l'implication des femmes dans la recherche, et c'était tout un combat qui est peut-être pas fini. Et l'autre question, c'est dans le développement de politiques publiques, parce que on vient de voir la fin d'une décennie très sombre au niveau fédéral. Personne n'était consulté, certainement pas les patients. La capacité, pas de commentaires. La fonction de la politique publique, de l'appareil public à différentes périodes, dans différents contextes politiques, est plus ouverte ou plus fermée à d'autres façons de voir les choses. Et je pense que c'est très important pour ceux d'entre nous qui pensent que la politique est mieux si les patients sont inclus dans le développement de politique. Il faut penser à comment faire ça de manière pratique, de manière concrète sur le terrain. En Ontario, ils viennent de publier une nouvelle approche de soins primaires. Il n'y avait pas de patients ou de groupes de patients impliqués dans l'élaboration de cette politique. C'est assez gênant parce que ils ont une autre stratégie de mettre les patients d'abord, mais ça n'est pas traduit dans la substance de leur politique. Alors, je pense que c'est très important de mettre l'accent là-dessus, et à mesure qu'on peut faire ça dans les institutions, de penser à des manières pratiques, de la manière que ça va se traduire, parce que il n'y a pas de politique qui va de consultation publique à travers tout le cheminement pour que ça devienne loi sans que les gens y contribuent. Et il faut inclure les patients, pas seulement au niveau des données probantes et de la littérature, mais aussi l'autre point que je veux amener. Finalement, j'ai 3 points, mais bon, c'est très difficile, et c'est pour ça que je suis impressionné par l'Université de Montréal. On a ce centre de recherche, mais pas énorme, mais assez gros, les chercheurs qui mettent l'accent sur les recherches au niveau politique, mais les incitatifs pour eux, c'est de ne pas être engagé dans le développement des politiques, et certainement pas si on est un jeune chercheur. On n'aura jamais la permanence. Alors, il y a des incitatifs dans le monde de la recherche et dans le monde politique qui sont différents. Alors, comprendre ça et comprendre comment maximiser l'éventail de connaissances qu'on retrouve dans les universités, comment faire en sorte que ce soit actif et beaucoup plus en lien avec le public. Et l'Université de Montréal a fait ça de manière assez impressionnante. Juste quelques commentaires aussi. Je suis complètement d'accord qu'au niveau fédéral, on doit avoir des politiques, surtout en lien à l'engagement des patients dans notre pays. Et je comprends pleinement que c'est la province qui a le contrôle des soins de santé, mais en tant que pays, je pense qu'on devrait se positionner en ce sens. Et le deuxième point, c'est l'Université de Montréal. Bien sûr, je déclare un conflit d'intérêts parce que je viens de finir là-bas, mais je pense que préparer les professionnels de soins de santé de manière intégrée, garder en tête qu'on travaille avec les patients comme partenaires, c'est absolument brillant, et c'est définitivement la façon de faire.
Et bien sûr, je viens d'un pays où on a eu l'opposé. On n'a pas beaucoup de d'évolution au niveau provincial. On a un système très centralisé, mais ce qui est intéressant, notre gouvernement essaye de décentraliser le système et je pense que ce sera une bonne chose. Mais nous avons cependant beaucoup d'appui politique de tous les partis qui étaient au pouvoir récemment pour avoir plus d'engagement des patients. Ça ne veut pas dire qu'on le fait tellement toujours bien, mais c'est la direction dans laquelle on se dirige et c'est comme ça depuis un bon moment et c'est très important, mais ça veut dire qu'au niveau différents niveaux, au niveau les décisions politiques, on ne peut pas, je pense, avoir des discussions sans impliquer les patients, mais je pense que ce dont on parle aujourd'hui et en général, c'est très politique. C'est une question de démocratiser les soins de santé et c'est une bonne chose. On veut que les gens aient ces débats. On veut que les discussions aient lieu. On n'a pas parlé tellement des débats en profondeur aujourd'hui parce que les mécanismes sont différents au Canada qu'en Grande-Bretagne, mais on n'a pas vraiment parlé de déterminer les priorités pour utiliser les ressources en soins de santé. Alors, on n'est pas très bon là-dedans non plus, mais il y a ces débats qui commencent à avoir lieu et c'est des débats assez musclés parfois, mais je trouve que c'est merveilleux, c'est passionné, c'est de l'engagement quand les gens se sentent en confiance et se sentent écoutés et se sentent impliqués dans la discussion et donc je suis pour l'engagement au niveau politique, la démocratisation des discussions autour des priorités et c'est possible qu'on puisse le faire mieux, que vous puissiez le faire mieux que nous. Parce que c'est très difficile de le faire au niveau national avec une population de 66 millions ou 70 millions maintenant. Alors, c'est plus difficile pour plusieurs, particulièrement ceux qui ne font pas entendre leur voix ou qui ne sont pas inclus. Alors, si on est très clair au niveau des discussions et des discussions qu'on veut prendre, les décisions qu'on veut prendre, et on a beaucoup plus de chances de faire participer les personnes importantes et les patients. Question suivie. On a parlé de ça beaucoup dans la journée, beaucoup de présentations ont parlé de cette question, mais peut-être que si vous voulez faire un résumé, selon vous, le lien entre l'engagement patient, la qualité des soins de santé et la performance du système. Dernière question. Et on va pouvoir tous rentrer chez nous. Moi, je crois que c'est complètement intégré. Toute la chose au complet, c'est des liens de la chaîne qui ne peuvent pas être désunis. Puis je pense qu'on commence à le comprendre. On a eu une belle rencontre à Calgary cette semaine, lundi et mardi, avec l'École de santé publique de Calgary. Et les médecins m'ont surprise de façon incroyable quant à la compréhension maintenant de ces éléments-là, mais la volonté d'y travailler. Je suis sortie de là vraiment encouragée et excitée parce que je pense qu'il faut que ça vienne aussi de nos professionnels de la santé. Si on peut nous-mêmes commencer à penser à intégrer tout ça ensemble. Et la recherche l'a démontré très clairement, je ne nommerai pas, mais le Dr. Coulter en a parlé aujourd'hui, bien d'autres personnes, démontrent très clairement que quand les patients sont écoutés, quand ils font partie du processus décisionnel, nos résultats sont de beaucoup améliorés. Mais je crois qu'on l'a vu plusieurs fois, à plusieurs reprises. Angela, faudrait juste couper. You have to turn off your micro, Angela. Yeah, thank you. OK. Ça va. Alors, je trouve que c'est bizarre que pour parler, c'est rouge. On est censé de penser vert, ça veut dire allez. Alors, mais quand même. Ils nous ont pas consultés. Non, ils n'ont pas consulté. Alors, je crois que c'est la thème aujourd'hui était exactement ça. Et même quand je pense aux premiers exemples du travail, en effet, fait par Patty O'Connor il y a des années, on a vu dans tout le travail qui a été fait que les changements qui ont augmenté la sécurité pour les patients ont aussi diminué les coûts.
Alors, c'est la relation entre l'engagement des patients et la qualité et les coûts sont vraiment très, très bien liés. Action de France. On a compris, par exemple. On a appris. On a appris, oui. Alors, très rapidement, les liens sont indissociables. Nous, on est arrivé par la porte de la qualité vers le partenariat, mais en même temps, on a des liens avec les cadres de performance, mais de toute façon, les impacts sont partout et on est capable de le mesurer selon différentes priorités, tant au niveau international qu'entre établissements, dans le sens qu'on peut aller chercher des éléments de performance, des éléments de qualité, indépendamment qu'on place la qualité dans la performance, peu importe les définitions ou les éléments sémantiques en lien avec ça, c'est indissociable et le partenariat doit être considéré là, dans l'amélioration continue de la qualité des soins d'abord et avant tout. Alors, il trouve sa place là, dans le reste de la qualité de la performance. Angela. And the other thing Et l'autre point, je pense, qui arrive, et on a entendu parler de ça aujourd'hui, c'est que vous pensez à évaluer la valeur. On peut pas regarder la performance systémique à moins d'évaluer la valeur. Et le changement qu'on voit, c'est de mesurer de la valeur au niveau du patient et donc de s'éloigner. Les indicateurs cliniques seront toujours importants, mais c'est pas la seule chose importante. C'est de demander aux patients qu'est-ce qui est important pour eux et mesurer ça. Et là, regardez l'efficacité, le rapport qualité-prix et l'efficacité pour améliorer ça. Et c'est vers là où on s'en va. Un bon exemple, c'est le patient qui a parlé de paramètres et de mesures de performance et les rendre disponibles pas seulement à haut niveau, à mesurer certaines choses, mais aussi aider les patients individuellement et le clinicien au niveau individuel à regarder, vérifier, évaluer leur propre santé et leur propre situation et prendre des décisions à partir de là. Ça, c'est un autre point important. Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment changer la donne. Je pense qu'au nom de Mario, on voudrait remercier aussi, parce que les patients ont une grande place aujourd'hui, hier aussi. Alors, je pense que c'est merci à l'Université McGill, à l'Institut, Patty, etc., pour la place que vous avez laissée aux patients. C'est remarquable. Le leadership aussi, bien entendu, que vous avez dans le milieu sur ces questions-là. Alors, mais juste le fait que des patients soient dans la salle, qu'ils aient participé activement pendant cette journée, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Et ça démontre la richesse de ce qu'on fait actuellement au Canada. Un petit peu partout au Canada, ça se cultive grâce aussi aux travaux à l'accompagnement de la Fondation. Donc, je pense que en tant que patient, on est plutôt satisfait ce soir, non? Oui, effectivement, je crois que c'est vraiment un succès total. J'ai vu plusieurs patients et familles ici aujourd'hui. Et ça nous motive beaucoup de voir que c'est vraiment intégré. C'est pas du top-down. Et on voit qu'il y a vraiment un désir d'aller de l'avant pour aller chercher du partenariat partout. Alors, félicitations aux organisateurs, à l'Université McGill, au Centre de santé de l'Université McGill. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Suzanne. Merci, Patty.